Stimuler chez les élèves l'apprentissage et l'émerveillement par la nature et l'environnement, une approche pédagogique innovante. C'est ce dont discutera notre duo de diplômés universitaires au parcours inspirant. Bienvenue à Au-delà du diplôme. Une présentation du Bureau des diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le tout rendu possible grâce à notre partenaire TD Assurance. Été comme hiver, Caroline Ricard partage au quotidien son immense amour pour l'environnement à ses élèves de la maternelle qui vont à l'école à l'extérieur, dans la nature. En tant que fière diplômée au baccalauréat d'éducation au préscolaire et d'enseignement au primaire, ainsi que de la maîtrise en éducation, elle multiplie les projets scientifiques en classe et hors des murs de l'école, tout en s'impliquant avec le milieu de la recherche universitaire afin de faire évoluer le concept d'éducation par la nature. Faire découvrir aux élèves du primaire le cycle agroalimentaire, voilà la mission que s'est donnée Julia Grenier avec l'organisme Agricole. En tant qu'entrepreneur social, cette diplômée au baccalauréat en communication a remporté un prestigieux prix Pythagore de l'UQTR en 2021, remis à nos diplômés d'exception. Avec sa grande équipe, elle souhaite stimuler chez les élèves la compréhension de leur environnement, l'adoption de saines habitudes de vie ainsi que leur désir de s'engager dans la promotion de la société et de l'environnement. Écoutons notre duo nous présenter leurs parcours respectifs et ce sera très intéressant de les entendre car elles ont des missions similaires mais ne se sont jamais rencontrées. Hey, salut Carolina, salut! Ça me fait vraiment plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Je pense qu'on a plein de choses en commun. Vraiment? Puis là, Et tout autour de la nature. oui, c'est ça, parce que là, tu m'as offert un cadeau. Ben oui, en s'en venant. Je sais, Je ne mais vais pas le faire autrement, là. c'est extraordinaire parce que c'est ça qu'on demande aux enfants, d'user de créativité, d'être spontané. Oui. C'est ça que tu as fait tantôt. Ben oui, de s'émerveiller de ce qu'on voit, de Exact. ce qu'on découvre, de ce qui est là, présent, en ce moment. Puis d'utiliser ça dans ma pédagogie, là, dans mon travail. Mais là, raconte-moi ton parcours pour que je puisse bien comprendre. Mais j'ai étudié ici, à l'UQTR. J'ai fait mon bac en enseignement préscolaire primaire. En fait, en éducation préscolaire et enseignement primaire. OK. C'est ça le nom de notre bac. J'aime toujours préciser éducation liée au présco. Ouais. Et parce que c'est là maintenant que j'enseigne, même depuis la plus grande partie de ma carrière, c'est là que ça se passe, au préscolaire, en éducation. Et j'ai fait une maîtrise en 2011 jusqu'à 2016. Ça m'a pris 5 ans là, à temps partiel. En enseignant. En enseignant en même temps, parce que je voulais changer mes pratiques, je voulais devenir plus compétente, puis j'avais envie d'aller me chercher un petit bagage profondeur théorique pour pouvoir améliorer ma pratique. Ouais. C'était quoi le sujet de la maîtrise exactement? C'était comment éveiller nos petits du préscolaire à la science dans un contexte d'éducation relative à l'environnement. Wow! Parce que l'environnement, ça a toujours été une préoccupation importante dans ma carrière depuis les tout débuts, parce que j'ai eu la chance d'aller enseigner chez les CRI pendant 3 ans. Wow. Puis là, l'environnement était crucial, là. Il fallait tenir compte de l'environnement. D'ailleurs, tout le calendrier scolaire était différent du nôtre parce qu'il tenait compte des saisons, des temps de chasse, des temps de... Des cycles aussi. Des cycles, Oui. tout à fait. Alors, l'environnement a pris une importance dès mes premières années. Et puis, quand j'ai découvert l'éducation relative à l'environnement, bien là, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Je l'ai mis en application dans ma classe. Cet intérêt pour ce qu'on trouve, compréhension de ce qu'on mange, Oui. mais aussi du monde dans lequel on vit, hein, comment s'inscrire là-dedans. Et puis, moi, je dis rendre conscient nos enfants d'eux-mêmes, mais des autres, puis de l'environnement dans lequel on se trouve. Alors, c'est ça, l'éducation relative à l'environnement. Puis, je trouvais que je n'amenais pas de côté scientifique suffisamment, moi qui pourtant avais été formée en sciences au secondaire et au collégial aussi. Alors, je me disais, ça se peut pas que je fasse pas plus de sciences avec mes petits. Alors, la maîtrise a servi à ça. Comment je pourrais davantage faire des sciences avec mes tout petits?
Puis c'est en allant à la recherche de ces informations-là auprès des enfants et des enseignants dans le cadre de la maîtrise que tu as pu te faire une tête sur ça? Comme j'utilisais déjà beaucoup l'éveil, en fait, l'éducation relative à l'environnement, hein, l'éveil à soi, aux autres et au monde, bien là, je me suis dit, utilisons les situations que j'explore régulièrement, puis essayons de voir où et comment je pourrais amener plus de science là-dedans. Puis là, c'est un chercheur qui s'appelle Tom Berryman, puis Lucie Sauvé, qui est une sommité dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement, qui m'ont beaucoup inspirée. Puis aussi des recherches d'une scientifique de France, d'une chercheuse de France plutôt, qui, elle, s'intéressait spécifiquement à l'enseignement des sciences qu'on utilise trop de manière théorique. Oui. Alors, comment rendre ça accessible? Puis, alors, ça allait tellement ensemble là, avec la préoccupation pour l'environnement. Mais oui, Ouais. puis pour être en contact avec des enseignants aujourd'hui, des enseignantes, je réalise qu'il y a beaucoup d'enseignantes qui se posent la question comment faire plus de sciences, comment l'intégrer avec la nature. Donc, j'imagine qu'il y a des enseignantes et des enseignants qui te contactent pour que tu leur donnes des petits trucs. J'ai quelques jeunes amies enseignantes dans mon réseau que j'aime tout le temps accompagner quand ils se posent des petites questions, là, mais je les laisse chacune, évidemment, cheminer à leur manière. Là, chacune Oui. explore ses intérêts puis ses préoccupations. C'est ce qui est beau aussi du milieu de l'enseignement. On a une grande part de ta personnalité aussi qui peut s'exprimer dans ta classe. Alors, je suis toujours prête à donner à partager surtout mes expériences. Puis, puis ma maîtrise, j'ai eu besoin de lecteurs et de lectrices. Alors, je suis allée chercher mes collègues, c'est sûr, pour venir relire mes situations et mes réflexions. Et puis, ça a permis aussi d'avoir leur regard, puis de partager, puis d'échanger des points de vue. Ouais. Puis tout au long, c'est 5 ans, la maîtrise. Oui. En fait, ça peut être moins long que ça, là, mais dans ton cas. Dans mon cas, ça a été 5 ans parce que je travaillais à temps plein. Puis est-ce que tu as pu valider des informations auprès des enfants, tester justement? Oui, absolument. Oui, je suis vraiment partie d'eux. Puis c'est ce qui a beaucoup teinté toute ma pratique. C'est rarement moi qui impose les sujets ou des situations. J'utilise beaucoup ce qui se produit dans la classe avec les enfants. Puis là, depuis quelques années, parce que la résultante de cette maîtrise, ça a été que la réflexion s'est située dans le regard que pour y arriver complètement, il fallait que je sois dehors. Je n'avais pas le choix. Je comprends. Alors, pour y arriver pleinement, c'est là que ça se passe. Et c'est là que les curiosités s'alimentent, puis qu'on a envie, après ça, d'entrer pour aller faire des petites recherches ou d'aller explorer dans les bibliothèques ou dans les petits documentaires. Ça marque l'imaginaire de l'enfant, en fait, de se retrouver dans un contexte différent. Oui. Celui auquel il est habitué. Oui. Et là, tout débute au moment où il met les pieds dehors. Oui, ça se passe là, hein, oui. Puis même moi aussi, là, ça m'allume, moi aussi, là. Moi-même, j'ai pas réponse à tout, là. Exact. Alors, wow, on va chercher ça. Ce soir, j'ai une mission. Alors, tout le monde, là, on est à la recherche de... Ça vient d'où, les yop? Ça pousse où, ça? Alors, tu sais, parce que tu le sais, de ton côté, en parlant d'agroalimentaire, d'agroalimentation, la provenance des aliments, c'est vraiment pas quelque chose qui est acquis chez les enfants, là. Alors, de se questionner là-dessus, c'est tellement intéressant. C'est tellement riche. Mais tout est intéressant, là. La petite bestiole qu'on trouve au nom du capuchon d'un gland, tu sais comment ça s'appelle? Non. Moi, là, c'est un enfant de 5 ans qui me l'a appris. Non. Ça s'appelle une cupule. Et c'est un enfant qui, en faisant la recherche, m'a amené le petit chapeau en disant « Madame Caroline, ça s'appelle une cupule. » C'est ça, alors, je vais toute la vie. Moi, je vais me souvenir de cet élève toute ma vie.
on ne sait jamais où est-ce que ça peut arrêter, cette belle diffusion, ce rayonnement de nos recherches. Est-ce qu'il y a des échos à l'international qui se sont produits suite à ta maîtrise? Ben oui, puis ça, c'est la plus grande surprise de ma vie, là. Parce que oui, quand on fait des recherches, on intéresse les gens de notre proche communauté, Oui. là, mais quand c'est l'UNESCO qui t'appelle pour te dire, ben ta maîtrise, là, elle m'intéresse, puis on aimerait moduler ou modeler ou reformer tout le programme préscolaire du continent africain, puis on aimerait ça se poser sur ton mémoire de maîtrise, là. Wow, ça fait une fleur incroyable. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir faire la petite conférence d'ouverture qui débutait la session des travaux des pays qui avaient réussi à rassembler au Cameroun cet été. Et puis, ça s'est fait par Zoom à distance. Ça, c'est un des côtés peut-être positifs, s'il en est un, de la pandémie, hein, cette possibilité de pouvoir communiquer, partager avec les gens, même à distance. Alors, j'ai pu faire ma petite conférence qui a duré 35 minutes et puis j'ai pu leur exposer qu'est-ce que les fondements de ma recherche, puis comment ça m'avait amené à modifier ma pratique enseignante en l'amenant à l'extérieur. Mais est-ce que je me trompe ou ça demande quand même beaucoup de lâcher prise comme enseignante, de pas trop savoir où est-ce qu'on s'en va quand on met les pieds dehors? Parce qu'il peut arriver plein de situations, puis là, le protocole ou la marche à suivre, elle n'est pas très stable. Oui, bien, en effet, puis on dirait que je constate au fil de ma pratique que plus on a développé de stratégies d'enseignement, plus une fois à l'extérieur, on est habile à passer d'une stratégie à l'autre. Parce que c'est vrai, là, parfois on est en coopération, parfois on est en mode plus recherche, parfois on est simplement dans l'expression de la créativité. À d'autres moments, on est en rappel d'expériences précédentes qui viennent là, soit confirmer ou infirmer des questionnements précédents qu'on s'était posés. Alors, mais tu sais, il faut vraiment s'adapter, en effet, à diverses situations. Puis aussi être en mesure de, oui, s'arrêter s'il passe un voilier d'outarde, là. Mais quand même que je parlerais qu'on compte les cupules, là. Mais c'est le temps haut, ça se passe, c'est là, c'est correct. qu'on soit. C'est ça, oui, exact. ouais. Alors, puis j'aime particulièrement intéresser les enfants à toutes sortes de choses en lien avec les arts aussi, parce que la nature est très artiste. Oui. Alors, j'ai ouvert mes élèves à la poésie haïku dernièrement, ces dernières années. Et puis, il en est résulté un beau petit recueil de poésie là, inspiré de tous nos moments à l'extérieur. Puis, un très drôle que je relisais ce matin même, c'est une élève qui avait trouvé un petit mille-pattes caché sous les feuilles d'automne à ce temps-ci de l'année. Puis, c'était une élève très, très timide. Puis, là, elle me tu connais les haïkus, non? Non. Non, c'est des très, très courts poèmes d'origine japonaise. OK. Initialement, ça a 17 syllabes, mais on ne se soucie plus nécessairement de ça. Alors, ça exprime par les sens quelque chose qu'on ressent, qu'on observe, qu'on goûte, bon. Alors, elle avait découvert le petit mille-pattes sous les feuilles. Alors, elle vient me voir, puis là, comme elle était initiée à la poésie haïku, elle me dit, « Écoute, Madame Caroline, caché sous les feuilles, un petit mille-pattes. » Puis là, elle n'arrivait pas à compléter son haïku qui se dispose en 3 lignes. Alors, la 3e ligne, elle ne savait pas trop comment terminer. Fait que je lui demande, mais pourquoi penses-tu qu'il est sous les feuilles? Puis là, elle me dit, la gêne, peut-être. Mais c'était une élève timide, fait que ça allait tellement bien avec elle. Il était là, son Il poème. était là, son haïku, il était en elle, puis en ce qu'elle observait. Fait que c'est beau, hein? Alors, Merci, Caroline. C'est un beau parcours, super inspirant. ben, t'es fine, mais là, j'ai hâte d'en savoir sur toi. Alors, à ton tour de me raconter, Julia, ça m'intéresse ton parcours. C'est quoi ta formation? Oui, moi, j'ai un parcours atypique, on pourrait dire. Moi, j'ai donné naissance à ma petite, qui est rendue quand même grande fille quand j'avais 22 ans.
Et suite à ça, j'ai eu envie de démarrer une entreprise de commercialisation de boissons santé. La nutrition a toujours fait partie de ma vie, puis j'avais envie de changer un peu les choses. Je trouvais que c'était un manque. On remonte quand même de quelques années, puis il n'y avait pas la boisson qui était recherchée, qui avait fait, qui était faite pour prendre soin de nous, qui était accessible un peu partout, qui était biologique, fait d'aliments locaux, qui avait vraiment un impact sur notre santé. Donc, on a fait une phase de recherche et développement de presque 1 an pour vraiment trouver les bons ingrédients qui allaient prendre soin des gens. Et on est venu la recette que je rêvais, donc les boissons Zénith, que j'ai commercialisées pendant 5 ans. Ça a été une grande, grande, grande aventure. Mais quand tu dis « on », c'est qui? Je dis « on », mais c'était moi. Toi? C'était moi, mais j'ai l'habitude de dire « on » parce que je travaille beaucoup en équipe, puis c'est ce qui me manquait d'ailleurs de Zénith, de pouvoir travailler avec une équipe passionnée. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec de magnifiques humains. Mais à l'époque, j'étais pas mal seule dans mon bateau. Fait que c'était moi. Puis je suis d'ailleurs passée au Dragon durant cette expérience-là. Fait que tu sais, plein de moments où tu as à vraiment sortir de ta zone de confort durant ce parcours entrepreneurial-là, mais c'était tellement formateur. Chacune des étapes m'a beaucoup appris. Et c'est ce bagage-là qui me permet d'être la directrice générale que je suis aujourd'hui dans un organisme à but non lucratif qui est Agricole. Mais pourquoi ai-je terminé cette aventure avec Zénith? En fait, au fil du temps, le fait que j'ai donné naissance à mes filles, maintenant j'en ai 2, cette conscience environnementale-là est devenue extrêmement forte chez moi. Elle était peut-être moins avant, ça faisait pas partie de mon bagage de vie, mais ça a été vraiment drastique au niveau de ma conscience environnementale. Je n'étais plus en mesure de me lever avec cette motivation-là chaque matin parce que je réalisais que chaque fois que je vendais une unité, chaque fois, j'avais un impact négatif sur l'environnement parce que c'était de l'usage unique. Puis je me disais, je veux faire du bien à la santé des gens, mais en contrepartie, je fais un peu du mal à ma planète. Puis c'était pas ça. J'étais plus cette personne-là. Wow, quand même! Puis justement, tu sais, quand on a des enfants, on veut être en cohésion avec nos valeurs. On veut être une inspiration pour nos enfants. Puis j'étais pas en mesure d'offrir cette fierté-là puis de leur expliquer pourquoi je me lève chaque matin. Bien, c'est pour commercialiser un breuvage santé, mais les gens peuvent boire de l'eau, consommer des aliments locaux. Ils n'ont pas besoin nécessairement de ce breuvage-là pour être heureux et en santé. Donc, tu sais, quand la mission ne concorde plus avec les valeurs, c'est le temps de changer. Oui. Alors, j'ai décidé de vendre l'entreprise en 2019. Mais je ne regrette rien de ce parcours-là, vraiment. C'est extraordinaire pour moi. Ça prend quoi comme étude pour pouvoir... Oui, mais en fait, moi, j'ai un bac en communication sociale ici, à l'UQTR. J'ai fait des formations aussi très autodidactes de mon côté suite à ma formation ici. Mais vraiment, j'ai fait affaire avec des laboratoires de nutrition pour développer. Donc, je me suis entourée vraiment des bonnes personnes. J'ai eu des subventions aussi du MAPAC pour faire toutes ces recherches-là. Donc, vraiment, j'ai été très, très autodidacte dans ce projet-là qui, aujourd'hui, me permet d'avoir des connaissances. Bonne base. Oui, c'est ça. Exactement. Exact. Et au même moment, j'ai vendu mon entreprise et quelques mois plus tard, il y a une école qui est l'école Louis de France, située à Saint-Louis-de-France. C'était la directrice de l'école à l'époque, qui est retraitée maintenant, Maryse Côté, qui a eu envie de démarrer une entreprise. Ben non, une entreprise, pas une entreprise. J'ai l'habitude de démarrer des entreprises, mais là, c'est de démarrer un projet agroalimentaire. Oui. Et elle t'a approché? Non, moi, j'ai vu passer ça parce qu'en fait, pour revenir à la base, ils ont appliqué pour un appel de projet qui s'appelait Laboratoire d'innovation bioalimentaire et l'école a été retenue parmi 95 projets pour une subvention quand même considérable là, de près de 750 000 $ pour une école, c'est énorme. Énorme. Énorme, énorme. Ah, tu le sais. Alors, c'était sur 3 ans et là, il y avait besoin de faire un organisme pour gérer ce beau projet-là. Donc, Agricole a été fondé en 2019 et ils avaient besoin d'une direction pour vraiment gérer le projet, mettre sur pied l'organisme. Puis, c'était un peu, tu sais, on a un projet, mais on a des sous, mais maintenant, on aurait besoin de quelqu'un pour coordonner tout ça. Alors, moi, j'ai levé la main parce que j'avais vraiment envie. Je trouvais que c'était extraordinaire. Ça concordait exactement avec ce que j'avais envie. Puis ça, pourquoi j'avais vendu mon entreprise aussi. Puis, tu sais, être dans une entreprise lucrative, ça me ressemblait pas non plus. Non.
j'avais besoin d'une mission qui vient me chercher. Pourquoi on se lève? Bien, c'est pour faire du bien aux enfants. Ils ont des lacunes. Le système scolaire a des lacunes aussi au niveau du programme de formation de l'École québécoise. Puis j'ai envie de faire partie du changement. Puis Agricole permet ça. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Donc, en 3 ans, on a mis sur pied des installations agroalimentaires à l'École Louis de France. Donc, une serre, une classe extérieure, une cuisine de transformation. Mais le cœur de tout ça, c'était un programme pédagogique agroalimentaire qu'on devait ficeler, qu'on devait tester. Et on en a profité aussi pour développer une expertise en accompagnement d'écoles pour d'autres écoles qui auraient envie de faire la même chose. Donc, d'implanter un projet de manière durable. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les projets perdurent dans le temps puis qu'on soutienne les écoles à le faire. Alors, c'est ce qu'on a développé chez Agricole comme expertise et c'est ce qu'on fait. Donc, on a été fondé en 2019. En 2020, on a eu les installations agroalimentaires. On a élaboré le programme. Et là, en 2021-2022, on a dit, là, il faut faire une phase d'exportation. Tester, faire une phase pilote auprès d'écoles. Donc, 7 écoles pilotes avec lesquelles on a testé notre programme, notre manière d'accompagner aussi. Et depuis 2021-2022, là, on a 3 cohortes aujourd'hui. Donc, chaque année, on ajoute des écoles à notre cohorte. On est rendu à 27 dans 6 régions administratives. Et on a des agroéducatrices, agroéducateurs qui les accompagnent à faire vivre un projet. Au projet de retraite. Oh oui, oui. Si tu as besoin de moi, tu me oui. Je te confirme que oui. Mais raconte-moi un petit peu comment ça se passe, parce que, tu sais, moi, j'ai un questionnement par rapport au personnel enseignant. Oui. C'est quoi leur implication là-dedans? Ou est-ce que c'est toi qui chapeautes tout? Comment ça fonctionne? Oui. En fait, on a un programme qui touche les 8 niveaux scolaires, donc préscolaire 4 ans à la 6e année. Et tout est monté pour que ce soit simple pour les enseignants. Donc, ils ont les outils pédagogiques, ils ont tout le matériel aussi, qu'on pourra dire, à manipuler par les enfants. Ils ont tout le matériel aussi agricole, les installations extérieures, le matériel culinaire. Tout est comme monté pour que ce soit très, très simple à utiliser. Et là, les agroéducateurs sont là pour faire de la co-animation en direct. Donc, c'est comme une formation sur 3 ans, mais en live. Donc, l'agroéducatrice va expliquer comment on fait, par exemple, une fermeture de jardin. Donc, ils vont aller à l'extérieur, vont faire la fermeture avec les enfants. Donc, l'implication de l'enseignant, c'est sûr que c'est d'avoir une motivation à faire vivre le projet agroalimentaire, un intérêt, mais de se laisser porter par l'accompagnement d'Agricole qui se veut simple. C'est sûr que nous, on souhaite maximiser le PFEQ, donc le programme de formation de l'École québécoise, le plus possible. Donc, on leur demande de faire du réinvestissement après, en utilisant les matières qui sont à l'aise de maîtriser, donc les mathématiques, français, sciences, justement. Donc, la thématique du mois, réinvestissez-la dans les mots de vocabulaire, il y a plein de contextes d'apprentissage. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs des enseignants qui vous font des suggestions ou des formations d'activité? Oui. On a aussi une communauté de pratique. Donc, les enseignants peuvent partager leur expérience, leurs idées novatrices. Puis on est vraiment ouvert parce que notre but, c'est vraiment de répondre aux besoins des enseignants. Nous, c'est ça notre volonté. Donc, on s'adapte, on s'ajuste, on change beaucoup de choses, on innove beaucoup parce que, ça ne répondait pas aux besoins, mais parfait, on change, puis on souhaite vraiment que ça cadre. Ça répond. Oui, exact. Est-ce que ça répond? Est-ce que ce qui ne répond pas dans une école peut répondre dans une autre? Oh oui, mon Dieu. Il existe tellement de milieux différents, là, tu le sais, chaque écosystème scolaire est différent. Puis, on souhaite s'adapter beaucoup. Donc, les agroéducatrices ont comme mandat d'écouter les enseignants, les directions, comment le projet peut mieux cadrer. Nous, on a cette différence-là. Nous, l'escouade compost, par exemple, nous, on va la transformer un petit peu parce que ça ne répond pas. Parfait, on est là pour vous soutenir. Puis, on veut vraiment que le projet agroalimentaire prenne la couleur de l'école, mais en leur offrant une structure parce qu'on le sait, souvent, c'est pour ça que les projets, ils meurent, parce qu'on a souvent un ou une porteuse de dossier dans l'école, puis là, c'est tellement, tellement exigeant. Vous avez... Si elle change d'école? Oui, il y a tellement de roulement de personnel dans le milieu scolaire en ce moment. Donc, on veut assurer un suivi, un maintien de ces projets-là qui sont extraordinaires. Puis souvent, on a juste besoin d'un petit souffle là, pour garder la flamme. Puis nous, on souhaite être cette flamme-là, cette passion-là, parce que nous, on en mange là, d'agroalimentaire, puis
les enseignants aussi, mais vous avez tellement de choses à faire que c'est normal que vous ne puissiez pas tout faire. Puis aussi, tout ce qui est technique, comment on ferme ça, un jardin? Hey, le système d'irrigation, il faut fermer ça avant l'hiver. Bon, OK, Comment une ça autre marche? affaire. Bien, c'est ça. Mais là, nous, on est là, on sait comment, on le ferme, puis tu sais, c'est réglé, là. Fait Tu as que- parlé de flammes, tu m'as donné la chair de poule. Ah, c'est vrai! Jim, bravo. Hey, c'est beau ton parcours. On sent déjà la chimie s'installer entre nos deux invités qui sèment le bonheur et l'amour de l'environnement chez les enfants. Prenons une courte pause pour une capsule de notre partenaire TD Assurance qui nous renseigne sur quelques mythes liés à l'assurance auto. Et au retour, on poursuit la discussion sur l'éducation par la nature. Nous entendons différentes histoires sur l'assurance auto. Nous vous proposons de faire la lumière avec TD Assurance sur ce qui est vrai et ce qui est faux en assurance auto. En voici quelques exemples. La couleur de votre véhicule influence votre prime d'assurance. C'est faux. Cela n'a en effet aucune importance pour ce qui est de l'assurance. Par exemple, un véhicule rouge ne coûte pas plus cher à assurer. En fait, peu importe la couleur de votre véhicule, votre prime d'assurance sera la même. L'endroit où vous vivez influence votre prime d'assurance. C'est vrai. Votre prime d'assurance variera en fonction du type de région où vous vivez, urbaine, suburbaine ou rurale, et des risques qui y sont associés. Si par exemple vous vivez dans une ville où le taux de vol ou d'accident est plus élevé, vous pourriez devoir payer vos primes d'assurance plus chères, tout simplement parce que le risque que vous subissiez un dommage est plus important. En tant que diplômé, étudiant ou employé de l'UQTR, vous avez accès à des taux d'assurance préférentiels avec TD Assurance. Pour en savoir davantage, composez le 1-866-293-9730 ou visitez le www.tdassurance.com/UQTR. De retour au balado Au-delà du diplôme avec Caroline Ricard, enseignante à la maternelle et chargée de cours en éducation à l'UQTR, ainsi que Julia Grenier, directrice générale d'Agricole. Alors, je trouve que tes valeurs sont tellement belles, Julia, puis je trouve qu'on manque de réflexion parfois, chacun individuellement, mais en société aussi, mais chacun individuellement sur les choix qu'on prend. Moi, je trouve ça honorable là, que tu aies décidé de laisser Zénith parce que tu trouvais que ça polluait trop. Il me semble que si on avait plus de réflexion, chacun, on deviendrait des modèles plus importants, puis toutes sortes de pratiques nouvelles pourraient s'exercer davantage dans nos milieux. Tellement. Je trouve qu'on a un rôle important, nous qui l'avons déjà, là, de semer ces graines pour que d'autres les saisissent. Hein? Exactement. Puis je me suis dit, là, j'ai cette réflexion-là, disons, à la mi-vingtaine, à l'époque, mais si j'avais eu ce petit bagage-là dès mon plus jeune âge, si j'avais eu Mme Caroline comme enseignante, ou si j'avais vécu le programme agricole à mon primaire, tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Est-ce que j'aurais été une citoyenne encore plus engagée dès le départ? Est-ce que, tu sais, si on forme les petits humains de demain avec un bagage éco-responsable, conscient de la nourriture qu'ils consomment, c'est sûr qu'il y a un impact. Il y a un impact à court, moyen, à long terme. Puis c'est vraiment notre devoir comme citoyens, comme adultes, de faire quelque chose pour nos enfants, de leur donner ces valeurs-là pour que notre société puisse grandir dans le bon sens. Absolument. Il y a comme une urgence aussi, puis il faut en être conscient de ça. Ben oui, une urgence d'agir, là, on le voit, hein? Le climat, comment il est changé depuis les dernières années, puis ceux qui y croyaient pas, là, force est de constater que, là, il faut s'y mettre, là. S'y mettre. Oui, puis je ne sais pas si tu as eu cette nouvelle, là, mais Hubert Reeves, qui était un grand homme qui faisait la promotion hein, de l'environnement, de notre planète, des gestes éco-responsables aussi, hein, qui est décédé tout récemment. Mon Dieu, qu'il y avait des phrases inspirantes. Lui puis David Suzuki, hein? Ah oui. Quel modèle, ces deux hommes. Exactement, mais ils sont loin quand même du quotidien des enfants. Oui. Donc, on a à rapprocher ces grands penseurs-là vers nos enfants dans leur milieu scolaire parce que les familles n'ont pas toutes la même chance d'avoir acquis un bagage de connaissances ou de valeurs positives pour l'environnement. Donc, je pense que c'est au milieu scolaire de se doter de ces façons d'enseigner-là
pour que chaque enfant ait la même chance d'avoir son beau petit bagage, son beau petit baluchon, puis que quand il mange, il soit conscient de tout le chemin, de l'impact aussi, de la provenance des aliments, mais aussi de tous les gestes au quotidien. On est beaucoup dans la surconsommation, on est beaucoup dans la technologie, les rapports humains qui sont différents. Et là, on doit changer ça, on doit renverser la vapeur. Puis, tu sais, juste dans la façon que tu vas à l'extérieur avec les enfants, juste de s'émerveiller à la nature, je suis certaine qu'il y en a plein qui n'ont jamais fait ça. Est-ce que tu perçois ça, une disparité entre les enfants? Oui, bien sûr. Il y en a que les fins de semaine, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait, puis ils ont été derrière les écrans à faire des jeux, là. C'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Alors, mais je trouve que, en tout cas, moi, le bagage personnel que j'ai eu de l'environnement, bien, ce premier intérêt, c'est mes parents qui me l'ont donné. Oui. Tu sais, nous, l'extérieur, c'est important. On faisait du camping, de la randonnée, du ski. Au début, c'est dans la famille que naît cette petite flamme-là. Oui. Et puis, dont on parlait tout à l'heure. Puis après ça, ben le mouvement scout, c'est un mouvement encore tellement beau pour la promotion de l'environnement. Il ne faut pas que ça tombe, ce mouvement-là non plus. J'en ai 4 enfants, puis les 4 ont fait du scoutisme pour pouvoir, eux aussi, s'alimenter du bien qu'on ressent à être dans cet environnement naturel. Puis, qu'est-ce que tu m'as fait penser à plein de choses? Ah, quand tu disais, il faut être des modèles pour nos petits, puis tout ça. Mais moi, curieusement, c'est souvent les petits aussi qui m'ont amené vers des changements. Ah oui. On parlait de l'École Louis de France tout à l'heure. J'y ai enseigné de 2004 à 2010. Puis, la première année, une élève parce que je soulignais le jour de la Terre tout le temps, là, j'ai toujours fait ça. Mais une année, je demande à mes élèves de Louis de France, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour célébrer cette année Maman la Terre? Et puis là, l'élève, elle me dit, moi, je trouve qu'on fait beaucoup de poubelles. Il faudrait faire moins de poubelles. Puis là, on est en 2004. Bien, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, elle dit, chez moi, je fais du compostage. J'en faisais même pas moi-même en 2004. Alors, je lui demande, OK, mais qu'est-ce qu'on ferait? Ben, elle dit, toutes nos cœurs de pommes, on pourrait les mettre dans un plat. Puis, elle a dit, on pourrait aller les enterrer ou les composter à l'extérieur. Puis là, ben, comme on n'était pas organisé à l'école dans ce temps-là, pour faire ça, dans ce temps-là, ben là, on avait en effet sorti un plat à vaisselle. Puis, j'ai dit, OK, nous, on va célébrer comme ça cette année, le jour de la Terre, puis on n'a jamais arrêté de le faire. Puis là, ben, à chaque fin de semaine, on allait enterrer ça chez le voisin qui avait une terre. Puis là, on était allé lui demander, est-ce qu'on peut creuser puis enterrer nos restants de collation-là? Il avait dit, pas de problème. On a fait ça pendant un certain temps. Puis après ça, il y a un beau programme qui s'appelle la Recherche-Action pour la résolution de problèmes communautaires qui existe, qui était peut-être plus populaire dans ces années-là, mais ça vit encore. J'ai contacté l'enseignant qui chapeautait ce programme-là, qui s'appelle Claude Poudrier, puis on a mis en place un beau projet de compostage. On a construit avec des palettes de bois un composteur extérieur, puis là, ça a modifié ma façon de faire, là. Alors, c'est cette simple discussion avec les élèves qui m'ont transformée. Alors, il faut aussi utiliser... Parce que les enfants, naturellement, là, ils ont cette préoccupation pour la vie. Mais imagine-tu, si cet enfant-là a eu un impact dans ta vie à ce point-là, comment le fait qu'on leur transmette de petites connaissances peut avoir un énorme potentiel sur toute leur vie, sur qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, les projets qu'ils vont entamer. C'est extraordinaire. Puis sur la vie de leur famille aussi, parce que les autres qui découvraient le compostage, bien, il y en a des parents là, qui s'y sont mis à ce moment-là. Ou encore quand on s'intéressait par exemple, au pissenlit, bien, qui on est, nous, pour dire que c'est une mauvaise herbe? Une mauvaise herbe. Une mauvaise herbe. Ça existe, ça, vraiment? Oui. Plus tard, un enfant m'a appris qu'on disait adventiste, Madame Caroline. Oui. Alors, j'ai fait « Wow! » Maintenant, ça fait partie de mon vocabulaire. Tellement. Alors, mais tu sais, il faut utiliser les connaissances des uns des autres. Là,
et rayonner, tu sais, alors dans les familles, puis des fois, c'est les familles qui viennent nous élever, puis on se partage Ah oui. ces belles réflexions, puis ces beaux changements dans nos façons d'être. Et, ouais. Puis plus on est à propager ça, là, c'est comme les gens se joignent à ce projet-là, puis plus ça devient aussi communautaire, parce qu'on ne souhaite pas que ça soit un projet d'école, on veut que ça soit la communauté. Bien sûr. Que les enseignants, les parents puissent parler de leur métier, s'ils travaillent aussi dans ce domaine-là. Puis c'est ce qu'on fait aussi chez Agricole, on crée un petit réseau aussi des producteurs locaux pour favoriser les achats locaux, pour qu'ils viennent nous parler de leur travail. Puis c'est ça qui est magnifique, là. Tout à fait, oui. Ah, puis dis-moi, toi, avais-tu des inspirations, des grandes personnes là, qui t'influençaient ou... Et moi, là, je ramène ça au micro. Dans mon quotidien, je travaille avec... on est 15 aujourd'hui chez Agricole et moi, je suis fascinée par le bagage que peut avoir 15 têtes. 15 têtes passionnés, des humains qui arrivent avec des étoiles dans les yeux, un bagage agroalimentaire, écologique, tous différents. Puis moi, je suis là, puis je les écoute avec tellement d'admiration. Puis je me dis, les enfants ont tellement de la chance d'avoir ces gens-là dans leur quotidien, d'avoir les étoiles de ces personnes-là qui ont été très autodidactes, très passionnés, qui ont un parcours scolaire, professionnel différent. Et moi, c'est mon inspiration quotidienne. Je me lève le matin, je parle avec eux au téléphone, je les vois en caméra parce qu'ils sont loin. Des fois, ils viennent nous voir, on est à Saint-Maurice. Puis chaque jour, je suis fascinée par ces humains-là qui ont envie de changer les choses parce qu'il faut l'avoir ici, là, tatoué sur le cœur, cette mission-là. Oui. Parce que c'est pas évident, c'est quand même challengeant d'aller changer les choses dans les milieux scolaires. Là. Tu le sais, là, toi aussi, tu dois te battre là, au quotidien, oui. Mais c'est avec... il faut beaucoup y croire. Oui, il faut y croire. Puis au moment où on y croit, tu as raison de dire que c'est communicatif, ça, et puis d'autres qui ont des petites affinités avec cette façon de voir la vie ou les choses ou l'éducation, on se rassemble, on devient, on devient vite des partenaires importants. Des partenaires dans la vie. Oui, absolument, des amis pour toujours. Oui. Bon, on risque de continuer à s'échanger, toi et moi. Je pense, Caroline... Madame Caroline? Non, juste Caroline. Aujourd'hui. C'est ça. On a plein de points en commun. Je trouve ça extraordinaire. Oui, je comprends pas comment ça, on ne s'est pas rencontrés avant, mais il fallait... Ça, c'est vrai, oui. Les astres sont alignés. Les astres étaient bonnes pour nous aujourd'hui. Oui. Écoute, toi, à l'université, il s'est passé des choses intéressantes, j'imagine, de ton côté, ou ça t'a donné la confiance en toi pour faire plein de choses, dont les dragons? Oui, en étant entrepreneur et entrepreneur social, il y a tellement, comme je disais tantôt, de choses on doit apprendre à se débrouiller. On doit apprendre à communiquer, on doit apprendre à vendre aussi sa salade, parce que c'est vendre une idée agricole, même si c'est pas un produit. On doit apprendre à se démarquer. On doit apprendre à démontrer qu'à Agricole, on fait les choses différemment, qu'on a trouvé une bonne idée parce qu'on sait, dans le monde social, on doit trouver du financement, on doit apprendre à vendre notre idée. Donc, assurément que l'université m'a permis de mettre cette connaissance-là dans mon baluchon, puis je m'en sers aujourd'hui. Puis aussi, j'ai apprécié beaucoup de mon bac le fait que ce soit humain, rapproché aussi, de ne pas sentir qu'on est un numéro dans une grande masse. Parce qu'aujourd'hui, ça, je l'utilise beaucoup. Je sais que chaque individu a besoin de se sentir un humain avec toute sa globalité et non un numéro dans une entreprise. Donc, tellement. À chaque fois, je prends le temps de valider, de les inclure dans ce beau grand projet-là. Puis, je sais que ici, je me suis sentie comme ça à l'UQTR, comme étant pas un numéro, mais bien un humain à part entière. Puis ça, je le reproduis à titre de directrice aujourd'hui. Puis toi, il s'est-tu passé des choses? Oui. Écoute, moi, je pense que la plus grande affaire que l'université m'a amenée ici, c'est la curiosité, premièrement, sur tous les plans de ma personnalité, parce que
je me souviens que notre cohorte était particulière dans le sens où nous, les fins de semaine, ça arrivait qu'on organisait des fins de semaine de formation. Comme on venait chercher plein de bagages ici, mais on n'en avait pas encore assez, on en voulait plus. Alors, on invitait des professeurs qui avaient des spécialités dans leur domaine, qui venaient gratuitement nous offrir un petit temps. Des fois, on allait chercher des spécialités autres, comme juste pour le plaisir, tu sais, l'interprétation de la calligraphie. Je me souviens qu'on était allé chercher quelqu'un, un spécialiste là-dessus. On passait des week-ends à poursuivre notre formation parce qu'on n'en avait jamais assez. Puis est-ce que les étudiants aussi, entre vous, vous partagiez des informations? On partageait ce plaisir d'apprendre et de savoir encore plus. Puis on était vraiment une cohorte quand même assez dynamique. D'ailleurs, on s'est fait un rassemblement tout dernièrement. On s'était comme pas revus vraiment de tout notre parcours professionnel. Puis on est tous tout près de la retraite, où certains le sont déjà. Puis on avait envie de se retrouver, puis alors on est allé manger au resto quelques-uns ensemble. Puis on s'est dit, hey, on refait ça, puis on va le faire savoir à plus de monde encore de notre cohorte. On a vraiment apprécié se retrouver. Génial. Puis parmi ces personnes importantes, parce que nos amis du bac, il y en a toujours qui ont avec qui on a des affinités supplémentaires. Okay. Moi, dans mon parcours scolaire, dans la première année, j'ai rencontré mon amoureux. Alors, c'est ici, à l'UQTR, que j'ai eu la grande demande. À quel âge c'était? J'avais 20 ans. Wow! C'est encore l'amoureux d'aujourd'hui. Ah, félicitations! Hey, c'est un beau fait cocasse, très intriguant. Inusité. Oui, tout à fait. Hey, merci infiniment. On fait un autre chin. Oui, chin, puis on remet ça avec autre chose dans notre coupe. Du zénith? Oui, c'est ça. Merci à notre duo d'invités, Caroline Ricard et Julia Grenier, pour cet épisode du balado Au-delà du diplôme. Merci également à la Galerie d'art R3 de l'UQTR de nous avoir accueillis pour le tournage. Et pour en savoir plus sur les expositions à venir, consultez leur site web au www.uqtr.ca/galerie.r3. Pour proposer des sujets ou des invités pour nos prochains épisodes, écrivez-nous à l'adresse diplôme@uqtr.ca. Et pour toute information sur l'Université du Québec à Trois-Rivières, je vous invite à consulter notre site web au www.uqtr.ca. À très bientôt pour un prochain épisode d'Au-delà du diplôme.